Je m'appelle Tiffany Seard. J'ai 34 ans. Le mois dernier, ma mère m'a regardé droit dans les yeux et m'a dit, « Ta sœur est malade à chaque fois qu'elle te voit. Fais tes valises ce soir. » Je n'ai pas crié. Je n'ai pas pleuré. J'ai pris un seul sac, un sac de voyage gris que j'ai depuis l'université. Et je suis sorti de la maison de mes parents, sans dire un seul mot. Mon père se tenait dans le couloir, pendant tout ce temps. Il m'a regardé passer devant lui, en portant ce sac. Il n'a rien dit pendant 7 jours. Pas un appel, pas un texto. Puis, mon père a appelé, puis ma mère, puis ma sœur. J'ai laissé chaque appel sonner dans le vide. Mais ces 7 jours de silence ne m'ont pas brisé. Ils m'ont donné quelque chose que je n'avais jamais eu auparavant. La clarté. Avant de vous ramener à cette nuit-là, prenez une seconde pour aimer cette vidéo et vous abonner. Laissez un commentaire, en me disant d'où vous regardez, et quelle heure il est en ce moment. Maintenant, laissez-moi vous ramener à un jeudi soir d'avril. La nuit où ma mère a choisi ma sœur plutôt que moi, pour la dernière fois. Je suis debout, à l'évier de la cuisine de mes parents, et je laisse couler l'eau chaude sur un plat à gratin. Le dîner du jeudi, la même routine que je suis tous les 15 jours, depuis que j'ai déménagé il y a 6 ans. La maison sent le pain à l'ail et le nettoyant au citron. La télévision est à faible volume, dans le salon. Tout est normal. Tout va bien. Sauf que Jocelyn est dans la chambre de ma mère, la porte fermée, depuis plus d'1 heure. Je peux entendre le murmure de sa voix à travers le mur. Elle monte, descend, puis monte à nouveau. La voix de ma mère est plus basse, apaisante. Le genre de ton qu'elle utilise, quand elle absorbe la crise de quelqu'un d'autre, comme une éponge. Je rince le dernier plat, je me sèche les mains sur un torchon rayé, je le pose sur le comptoir, et je le plie en 3, par habitude. C'est à ce moment-là que la porte de la chambre s'ouvre. Ma mère sort la première. Son visage est fermé. Pas en colère. Décidé. Il y a une différence. La colère laisse de la place à la discussion. La décision, non. Ta sœur dit qu'elle est malade à chaque fois qu'elle te voit. Elle le dit d'un ton neutre, comme si elle lisait l'étiquette d'une ordonnance. J'ai besoin que tu fasses tes valises, ce soir. Je regarde par-dessus son épaule, dans le couloir. Mon père est debout, près du placard à manteau, une main sur le chambranle de la porte. Ses yeux sont fixés sur le sol. As-tu demandé ce qui s'est réellement passé, entre nous, je demande. Je n'en ai pas besoin. Le menton de ma mère se lève. Je vois ce que ça lui fait. Je plie le torchon une fois de plus, je le pose sur le comptoir, et je monte à l'étage. Mon ancienne chambre, celle que j'ai abandonnée à 12 ans, pour que Jocelyn puisse avoir son propre espace, a encore une étagère avec mes manuels universitaires. Je sors le sac de sport gris du placard, et je le remplis en moins de 4 minutes. Mon père est toujours près du placard à manteau, quand je redescends. Je passe devant lui sans m'arrêter. Il a eu 34 ans, pour dire quelque chose. Ce ne sera pas pour ce soir. 3 jours avant l'histoire du sac de sport. C'est là que tout a vraiment commencé. Je suis assise à la table de la salle à manger de mes parents, avec mon ordinateur portable ouvert, en train d'aider mon père à vérifier un relevé bancaire. Une chose que je fais une fois par mois, parce que les chiffres le rendent nerveux. C'est là que je le vois. Un débit de carte de crédit, puis un autre. Puis 14 de plus. 4200 $, répartis sur 3 semaines, le tout sur la carte commune de mes parents. Les noms des commerçants sont un mélange de sites de boutiques de vêtements, d'un abonnement à des soins de la peau de luxe, et d'un revendeur de sacs à main. Pas une seule dépense professionnelle. Jocelyn avait dit à nos parents qu'elle avait besoin de la carte pour le stock de départ de sa boutique en ligne. Sa 3e idée d'entreprise, en 2 ans. Je n'en parle pas pour déclencher une dispute. J'en parle parce que mon père a 64 ans, qu'il est à la retraite avec un revenu fixe, et que 4200 $, ce n'est pas rien. Jocelyn, dis-je au dîner ce soir-là, en gardant un ton neutre. Ces dépenses ne correspondent à aucun fournisseur de gros que je peux trouver. Elles ne scient pas. Tu as fouillé dans mes achats. Papa m'a demandé de vérifier le relevé. Ils sont juste là. Sa fourchette tombe. Ses yeux s'embuent. Pas lentement. Comme un interrupteur.
Tu fais toujours ça. Tu dois toujours me faire passer pour la méchante. Je ne te fais passer pour rien du tout. Les reçus sont. Je ne peux pas faire ça. Elle se recule de la table. Sa chaise grince sur le sol. Tu n'as aucune idée, à quel point j'essaie. Et tout ce que tu fais, c'est juger. Elle est debout. Elle est dans le couloir. La porte de la chambre se ferme. Et puis, ma mère est debout, sa serviette froissée dans son poing, me regardant, comme si je venais de mettre le feu à la table. Elle n'a pas crié, en retour. Elle n'en a pas eu besoin. L'arme de Jocelyn n'a jamais été le volume. C'étaient les larmes. J'ai besoin que vous compreniez quelque chose. Cette nuit-là, n'était pas un tremblement de terre. C'était juste la dernière secousse, dans un schéma qui a commencé, quand j'avais 12 ans. C'est l'année où ma mère m'a dit, de déménager mes affaires au sous-sol. Jocelyn avait 8 ans, et avait besoin de sa propre chambre, pour développer sa créativité. Je n'ai pas discuté. J'ai descendu mes draps sur 2 étages, et j'ai aménagé un coin du sous-sol. Mon père se tenait dans l'embrasure de la porte, cette nuit-là. Il a levé la main, comme s'il allait frapper au mur, peut-être dire quelque chose. Puis il s'est retourné, et il est remonté. Quand j'ai eu 22 ans, j'ai obtenu mon diplôme avec la mention très bien, de Virginia Tech. Une spécialisation en gestion de projet, une double mineure en analyse de données, et en communication organisationnelle. Mes parents sont venus à la cérémonie. Ils se sont assis au fond. Ils sont restés 10 minutes après le défilé, puis sont partis, parce que Jocelyn ne se sentait pas bien. J'ai appris plus tard, qu'elle avait un mal de tête. À 28 ans, j'ai été promu chef de projet senior chez Lockwell Infrastructure. La plus jeune, de l'histoire de l'entreprise. J'ai appelé ma mère depuis le parking, tremblant encore. Elle a dit, c'est super, ma chérie. Écoute, ta sœur vient de se faire crier dessus par son patron, et elle est vraiment contrariée. Je peux te rappeler. Elle n'a jamais rappelé. Chaque jalon de ma vie, rétrécissait au moment où il entrait dans cette maison. Chaque réussite, était classée derrière la crise, que Jocelyn était en train de jouer cette semaine-là. J'ai continué à performer, parce que je croyais qu'un jour, si j'accomplissais assez, il finirait par me voir. C'est le mensonge que je me suis raconté, pendant 22 ans. Je n'étais pas en colère, la nuit où j'ai fait ce sac. J'étais épuisé. Il y a une différence. La colère attend encore que les choses changent. L'épuisement a cessé de demander. Laissez-moi vous parler de ma sœur. Pas la version que vous entendriez à Thanksgiving. La version, que j'ai mis 3 décennies à voir clairement. Jocelyn a 30 ans. Elle est intelligente. Vraiment intelligente. Elle lit une pièce, plus vite que quiconque que je n'ai jamais rencontré. Elle sait exactement quand baisser la voix, quand laisser ses yeux se remplir de larmes, quand pincer les lèvres, comme si elle retenait des pleurs qu'elle est trop courageuse pour laisser couler. Elle ne le planifie pas, comme un escroc planifie une arnaque. C'est plus instinctif que ça. C'est le seul outil dont elle ait jamais eu besoin, parce que c'est le seul outil, que notre famille ait jamais récompensé. Quand sa boutique en ligne a fait faillite l'année dernière, avec 12 000 $ de l'argent de nos parents envolés, elle n'a pas dit « j'ai échoué ». Elle a dit « j'ai peur que Tiffany ait eu raison à mon sujet ». Et cette pensée, me donne envie de disparaître. Ma mère a entendu disparaître, et a cessé d'entendre tout le reste. Moins de 20 minutes plus tard, maman était au téléphone avec moi. Tu vois ce que tes critiques lui font? Elle est fragile, Tiffany. Elle n'est pas comme toi. Cette phrase, elle n'est pas comme toi, a été la laisse à laquelle ils m'ont tenu pendant des années. Cela signifiait, tu es forte, donc tu absorbes les dégâts. Elle est faible, donc elle a droit au bouclier. Mais voilà le problème avec quelqu'un, qui n'affronte jamais de conséquences. Il ne développe jamais le muscle, pour y survivre. Jocelyn n'est pas fragile parce qu'elle est née comme ça. Elle est fragile, parce qu'à chaque fois qu'elle a commencé à craquer, quelqu'un s'est précipité pour la recoller, avant qu'elle ne puisse apprendre à le faire elle-même. Et tant que je restais dans l'orbite de cette famille, elle avait toujours quelqu'un, face à qui jouer la comédie. Ma compétence était la toile de fond, qui rendait son impuissance convaincante. Ma mère a pris sa retraite de l'enseignement, il y a 3 ans.
31 ans à l'école primaire de Maple Ridge, employée de l'année à 2 reprises. Elle aimait ce travail. Pas seulement les enfants, mais la structure. La cloche du matin, le plan de cours, la file de petits visages, qui avaient besoin d'elle. Quand cela s'est terminé, elle est rentrée dans une maison silencieuse, et auprès d'un mari, qui était déjà profondément plongé dans sa propre retraite, faite de pêche et d'actualités télévisées. Elle avait besoin, que quelqu'un ait besoin d'elle. Jocelyn s'est porté volontaire, sans le savoir. Chaque crise que Jocelyn fabriquait, l'entreprise qui a échoué, le petit ami qui est parti, l'appartement qu'elle ne pouvait pas se permettre, redonnait à ma mère une salle de classe. Quelqu'un à organiser, quelqu'un à secourir, quelqu'un qui prouvait que Linda High était toujours essentiel. J'étais le problème inverse. J'ai payé mon propre loyer à 22 ans. Je gérais des plannings d'infrastructures de plusieurs millions de dollars, à 26 ans. Je n'appelais pas à la maison en pleurant. J'appelais à la maison, pour partager de bonnes nouvelles. Et les bonnes nouvelles, ne donnaient à ma mère rien à réparer. Alors, elle a construit un système de règles tacites, qui maintenait le foyer stable, et son rôle, sécurisé. Règle numéro 1, ne jamais remettre en question les choix de Jocelyn. Règle numéro 2, ne jamais parler d'argent. Règle numéro 3, s'il y a des tensions, c'est Tiffany qui s'adapte, parce que Tiffany peut le gérer. Parce que Tiffany est forte. J'avais l'habitude de porter cette étiquette comme un badge. Forte. Fiable. Celle qui ne craque pas. Je n'ai réalisé que beaucoup plus tard, que forte était juste le mot que ma famille utilisait, pour dire sacrifiable. Ma mère ne m'a pas mise dehors ce jeudi-là, parce qu'elle croyait que Jocelyn était malade. Elle m'a mise dehors, parce que j'étais la seule menace, à une architecture qu'elle avait passé 3 ans à construire. Et la fête d'anniversaire qu'elle planifiait depuis 6 mois, celle qui nécessitait que toute la famille sourie pour 60 invités, avait lieu dans 3 semaines. Mon père est un homme bon. J'ai besoin de dire cela d'abord, parce que le reste de cette histoire, donnera l'impression qu'il ne l'est pas. Gary High a passé 40 ans à réparer les tuyaux des autres. Il pouvait diagnostiquer une fuite de vanne dans le noir, et la réparer avant le petit déjeuner. Il a vendu son entreprise de plomberie à 62 ans, a remboursé la maison, et s'est installé dans une retraite, faite de pêche à l'achigan et de rediffusion de la chaîne météo. Mais dans sa propre maison, il n'a jamais réparé une seule chose, qui comptait. Toute sa stratégie pour les conflits familiaux, tenait en une seule phrase. Ne contrarie pas ta mère. Il l'a dit l'année où j'ai déménagé au sous-sol. Il l'a dit l'année où ma remise de diplôme a été écourtée. Il l'a dit à chaque fois que je suis venu le voir, avec quelque chose qui me faisait mal, quelque chose qui était injuste, quelque chose qui nécessitait la voix d'un père. Ne contrarie pas ta mère. Comme si son confort, était le mur porteur, et que tout le reste, mes sentiments, ma dignité, ma place dans cette famille, était du mobilier que l'on pouvait réarranger. Je me souviens d'une nuit, quand j'avais 14 ans. Jocelyn m'avait accusé d'avoir cassé un bol en céramique, qu'elle avait elle-même fait tomber du comptoir. Ma mère m'a privé de sortie pendant une semaine. Ce soir-là, mon père est descendu au sous-sol. Il s'est tenu devant ma porte. Je l'ai entendu respirer. J'ai regardé l'ombre de ses chaussures, bouger sous l'interstice. Il a levé la main. Je pouvais entendre ses phalanges, frôler le bois. Puis l'ombre s'est déplacée, et il est reparti. Il m'aimait. Je le sais. Mais l'amour sans action, n'est qu'un sentiment que l'on garde pour soi. Et mon père l'a gardé pour lui, pendant 34 ans. Pourtant, quelque part au plus profond des fondations de cet homme silencieux, quelque chose était sur le point de changer. Je ne le savais simplement pas, encore. Le sac de sport pèse 5 kilos. Je le sais, parce que la sangle me cisaille l'épaule, de la même façon que le jour de mon installation à Virginia Tech. Le seul voyage pour lequel mes parents sont arrivés à l'heure. Je pose la clé de la maison de mes parents sur le comptoir de la cuisine, juste à côté du torchon plié. Je ne claque pas la porte. Je la ferme, de la façon dont on ferme un chapitre qu'on a lu trop de fois. Ma voiture démarre au premier tour. Je sors de l'allée. Je passe devant la boîte aux lettres, que mon père repeignait chaque printemps. Je passe devant le chêne, que Jocelyn et moi escaladions, avant que grimper ensemble ne cesse d'être une chose que nous faisions. 40 minutes sur la route 29. Pas de radio,
pas d'appel téléphonique, juste le bourdonnement des pneus, et le son de ma propre respiration, qui est plus stable que ce à quoi je m'attendais. Marcus est debout dans notre cuisine, quand j'entre. Il voit le sac de sport avant de voir mon visage. Il ne demande pas ce qui s'est passé. Il me lit, de la façon dont il lit une déposition, en cherchant ce qui manque, pas ce qui est là. Je vais faire du café, dit-il. Je m'assieds à la table de notre cuisine. Mes mains se posent sur la surface, et pendant une seconde, ma main droite glisse vers mon ventre. 10 semaines. Une vie, dont je n'avais parlé à personne, à l'exception de l'homme, qui versait du décaféiné au comptoir. J'étais enceinte de 10 semaines. Et assise dans cette cuisine, à regarder le sac de sport par terre, j'ai pris une décision, qui n'avait rien à voir avec mes parents, ou ma sœur. Mon enfant ne grandirait jamais, en se demandant s'il était suffisant. J'ai tendu la main, et j'ai éteint mon téléphone. L'écran est devenu noir. Pendant 7 jours, j'ai disparu. Voici ce que je ne savais pas. La nuit où je suis parti, la fête était déjà en train de s'effondrer sans moi. 2 semaines avant l'explosion, Jocelyn s'était porté volontaire, pour organiser la célébration du 40e anniversaire de mariage de mes parents. Elle l'avait annoncé lors d'un brunch du dimanche, comme si elle recevait un prix. Je veux faire ça pour vous, les gars. Laissez-moi tout gérer. Ma mère a rayonné. Mon père a hoché la tête. Personne n'a mentionné que chaque événement que Jocelyn avait jamais géré, une baby shower pour notre cousine, une fête de quartier, un barbecue du 4 juillet, s'était terminé avec quelqu'un d'autre finissant le travail. Généralement, moi. Mais cette fois, la liste des invités comptait 63 personnes. Une salle à manger privée louée chez Balantès, le restaurant italien de la rue principale. Des invitations imprimées, un diaporama, un acompte pour le traiteur. Une vraie logistique. Jocelyn avait proposé la fête, juste après la faillite de sa boutique. Je le vois maintenant. C'était une manœuvre. La preuve qu'elle pouvait encore livrer quelque chose. La preuve qu'elle était toujours la fille, qui était là. Une semaine avant la dispute sur la carte de crédit, ma tante Ruth m'a appelé à l'improviste. Ruth est la sœur cadette de ma mère, une infirmière communautaire. Calme, observatrice. Nous n'avions jamais été proches, principalement parce que ma mère gardait une distance entre nous. Tiffany, a-t-elle dit, je veux que tu saches quelque chose. Ta mère te fait exactement ce que notre mère m'a fait. Je n'ai pas compris ce qu'elle voulait dire. Pas encore. 3 jours plus tard, j'étais debout à un évier de cuisine, et mon monde a basculé. Mais les mots de Ruth me sont restés. Et Marcus a dit quelque chose cette même semaine, sur lequel je n'arrête pas de revenir. Tu as gardé une chronologie dans ta tête, toute ta vie. Peut-être qu'il est temps de l'écrire. Je ne le savais pas à l'époque, mais cette chronologie allait devenir le projet le plus important que j'ai jamais géré. Si vous avez déjà été assis à un dîner de famille, en ayant l'impression de jouer un rôle que personne n'a écrit pour vous, je vous comprends. J'ai été à votre place. Laissez un commentaire, et dites-le moi. Avez-vous déjà été l'invisible de votre famille? Je lis chaque commentaire. Et si cette histoire fait écho à la vôtre, cliquez sur le bouton d'abonnement. Parce que ce qui se passe dans les 7 prochains jours a tout changé pour moi. Jour 1. Je me réveille à 6 heures comme toujours. Douche, café, trajet jusqu'au bureau, réunion de 90 minutes avec les parties prenantes, à propos d'un viaduc autoroutier dans le comté de Henrico. Personne au travail ne sait que ma mère m'a mise dehors de chez elle il y a 12 heures. Personne ne remarque rien de différent. C'est ça, le truc quand on est entraîné à tout absorber. On devient très doué, pour avoir l'air normal, pendant que quelque chose se réorganise à l'intérieur de soi. Jour 2. Pas d'appel, pas de texto. Je vérifie mon téléphone une fois le matin, une fois à midi, une fois avant de me coucher. Rien. Le silence ne me surprend pas. Je sais ce qu'ils attendent. Ils attendent que le schéma se complète. La partie où j'appelle la première, m'excuse d'avoir empiré les choses, et propose d'arranger la situation, pour que tout le monde puisse prétendre que rien ne s'est passé. Je n'appelle pas. Jour 3. Toujours rien. Marcus m'observe de l'autre côté de la table. Ce n'est pas un homme envahissant.
16 ans de litige lui ont appris quand parler et quand laisser le dossier se développer. Tu veux que je les appelle, demande-t-il. Non, je veux voir combien de temps ça va prendre. Cette nuit-là, après que Marcus se soit couché, je m'assieds à la table de la cuisine avec mon ordinateur portable. J'ouvre un tableur vierge, le même modèle que j'utilise pour les évaluations des risques d'un projet. Colonne, date, événement, qui a dit quoi, résultat. Je commence à taper. Non pas pour monter un dossier, non pas pour me préparer à un combat. J'ai juste besoin de le voir, exposé, propre, linéaire. De la façon dont je vois tout le reste, dans ma vie professionnelle. 3 jours, pas un seul appel, même pas de mon père. Ce silence m'en a dit plus, que 34 ans de conversation ne l'ont jamais fait. Ils ne s'inquiétaient pas pour moi. Ils attendaient que je revienne, jouer mon rôle. Jour 4. Mon téléphone vibre à 11h47. Papa. Pendant un instant, j'ai failli laisser sonner. Mais quelque chose en moi, cette petite fille de 12 ans, qui regardait l'ombre des chaussures de son père bouger sous la porte, répond toujours quand il appelle. Salut, Tiff. Sa voix est prudente. La voix qu'il utilise, quand il mesure 2 fois avant de couper. Salut, papa. Pause. Je peux entendre la télé en arrière-plan. Un jeu télévisé. Le lave-vaisselle qui tourne. Des sons normaux, d'une maison qui m'a expulsé il y a 4 jours. Alors, ta mère a été contrariée. La fête d'anniversaire est dans 3 semaines, et nous devons décider du plan de table. Je laisse passer 10 secondes. Je les compte. C'est pour ça que tu appelles, papa. Il s'éclaircit la gorge. J'appelle parce que nous devons en parler. Tu as eu l'occasion d'en parler. Tu as regardé maman me dire de faire mes valises, et tu n'as rien dit. Ce n'est pas juste, Tiff. Exactement. J'ai raccroché. Marcus est dans l'embrasure de la porte de mon bureau. Il a tout entendu. Il ne demande pas ce qui s'est passé. Il s'appuie juste contre le cadre de la porte, et attend. Il a appelé pour le plan de table, je dis. Marcus expire par le nez. Pas un rire. Quelque chose de plus proche d'une confirmation. Ma mère m'a mise dehors de chez elle, parce que ma sœur a dit que mon visage la rendait malade. Et mon père a appelé 4 jours plus tard, pour parler de l'endroit où les gens s'assoient à dîner. Je ferme mon ordinateur portable, je pose mes 2 mains à plat sur le bureau. Le tableur est toujours ouvert derrière l'écran noir. 6 entrées jusqu'à présent. Date, nom, conséquences. Je ne reviendrai pas, pour rendre leur anniversaire confortable. J'en ai fini, d'être le coussin entre les meubles de cette famille. Marcus hoche la tête une fois. C'est tout ce dont j'ai besoin. Jour 6. 2 appels manqués de maman. Un message vocal. Je ne l'écoute pas tout de suite. Je le laisse sur mon téléphone, comme une facture non ouverte. On sait qu'elle est là. On sait ce qu'elle dit probablement, et on sait qu'elle ne dira pas, ce qu'on a réellement besoin d'entendre. C'est Marcus, qui le lit accidentellement. Il prend mon téléphone, en pensant que c'est le sien. Même coque, même sonnerie. Et le message vocal démarre, avant qu'il ne puisse l'arrêter. Il me le tend, les sourcils levés. J'appuie sur lecture. Tiffany, ça a assez duré. La voix de ma mère est sèche, efficace, la voix de la salle de classe. Ton père et moi, nous voulons que tu sois à l'anniversaire. Jocelyn est prête à mettre ça derrière elle. Nous devons tous aller de l'avant, en tant que famille. C'est tout. 43 secondes. Je l'écoute 2 fois. Non pas parce que j'ai manqué quelque chose, mais parce que je veux être sûr, d'entendre ce que je pense entendre. Remarque la formulation, je dis à Marcus. Je suis en mode projet maintenant. La même partie de mon cerveau, qui repère la dérive des objectifs dans l'email d'un entrepreneur, dissèque chaque mot. Jocelyn est prête. Pas nous sommes désolés. Pas nous avions tort. Jocelyn est prête à me pardonner, pour quelque chose que je n'ai pas fait. Marcus penche la tête. Ce n'est pas une excuse. C'est une offre d'emploi. Présente-toi, joue ton rôle, tais-toi. Et la date limite, c'est l'anniversaire. Je sauvegarde le message vocal.
Non pas comme une preuve, mais comme un rappel. La prochaine fois que je commencerai à douter de moi, la prochaine fois que cette vieille habitude d'absorber refera surface, je veux me souvenir exactement de la voix de ma mère, quand elle a choisi la chorégraphie, plutôt que l'honnêteté. Elle n'a pas appelé pour prendre de mes nouvelles. Elle a appelé pour me gérer. Et pour la première fois de ma vie, je pouvais entendre la différence. Jour 7. Le texto arrive à 21h14. Je suis sur le canapé avec une tasse de camomille, les pieds sous une couverture, en train de lire un briefing de projet sur ma tablette. Marcus est dans le bureau, à réviser des dépositions. Mon téléphone s'allume. Jocelyn. C'est long, 4 paragraphes. Je le lis une fois, puis je le relis, avec la partie de mon cerveau qui examine les communications des parties prenantes, à la recherche d'agendas cachés. Tiff, je sais que tu souffres. Je souffre aussi. Tout ça a été si dur pour nous tous. Maman et papa sont dévastés. Je déteste que notre famille traverse ça en ce moment, surtout avec la fête qui approche. Pouvons-nous s'il te plaît, redevenir des sœurs? Tu me manques. Vraiment. La fête ne sera pas la même sans toi. Maman y a mis tellement d'efforts, et ça signifierait tout pour elle. Pouvons-nous simplement passer outre, pour eux? 4 paragraphes. 3 mentions de la fête. 0 mention de ce qu'elle a réellement dit à mon sujet. 0 reconnaissance, que ces mots m'ont fait expulser de la maison de mes parents. Elle ne s'excuse pas, parce que dans sa version des événements, ce n'est pas elle qui a fait quelque chose de mal. Elle recadre tout le conflit, comme quelque chose qui nous est arrivé à toutes les deux, de manière égale. Tout ça a été si dur pour nous tous. Comme si elle n'avait pas allumé la mèche. Je prends une capture d'écran du texto, je l'ajoute au tableur. Ligne 14. Jocelyn ne tendait pas la main, pour réparer une relation. Elle distribuait un rôle. Elle avait besoin que je reprenne ma place, pour que l'anniversaire puisse se dérouler comme prévu. Le portrait de famille complet. Tout le monde souriant. Pas de chaise vide à expliquer. Je ne réponds pas. Mais cette nuit-là, après que Marcus se soit endormi, je prends mon téléphone, et j'appelle quelqu'un, que j'aurais dû appeler il y a des années. Tante Ruth. Tante Ruth décroche à la 2e sonnerie. Sa voix est calme, comme si elle était assise près du téléphone, à attendre exactement cet appel. Je me demandais quand tu te déciderais à appeler, dit-elle. Ruth a 58 ans, elle est infirmière communautaire à Charlottesville. Le genre de femme, qui prend votre tension artérielle, tout en vous racontant une histoire sur son jardin. Des mains sûres, un ton chaleureux, rien de superflu. Ruth, je dois te demander quelque chose. Que voulais-tu dire quand tu as dit, que maman me fait, ce que ta mère t'a fait? Elle n'hésite pas. Ta grand-mère avait 2 filles. Linda et moi. Linda était celle qui avait les nouvelles chaussures, le premier choix de chambre, les louanges à table. J'étais la silencieuse, la responsable, celle à qui on disait de préserver la paix. Je ferme les yeux. Je connais ce scénario. Je l'ai vécu. Ta mère n'a pas inventé ça, Tiffany. Elle en a hérité. Elle était la préférée. Et elle a appris que les familles fonctionnent, en choisissant un enfant à protéger, et un à sacrifier. Quand elle a eu ses propres filles, elle a fait ce qu'elle savait faire. Pourquoi n'as-tu rien dit plus tôt? J'ai essayé. Il y a 15 ans. Ta mère m'a rayé de sa vie pendant 5 ans. M'a traité de jalouse. A dit à ton père que j'essayais de créer des problèmes. Nous ne nous sommes réconciliés, que parce que j'ai arrêté d'insister. La voix de Ruth baisse. La différence entre toi et moi, c'est que j'ai attendu trop longtemps. J'ai laissé passer 30 ans, avant de me tenir devant un miroir et de dire, ce n'était pas de ma faute. Ne fais pas cette erreur, Tiffany. Je reste silencieuse pendant un long moment. Puis elle ajoute une dernière chose. Si tu vas à cette fête, n'y va pas seule. Et n'y va pas les mains vides. Je n'ai pas compris ce qu'elle voulait dire. Pas encore. L'invitation arrive par la poste. Du papier cartonné couleur crème, des lettres dorées. Le genre de papeterie qui coûte plus cher la feuille, que ce que certaines personnes dépensent pour leur déjeuner. Vous êtes chaleureusement invités à célébrer 40 ans d'amour. Gary et Linda Hay. Mon nom est celui de Marcus,
sont écrits sur l'enveloppe intérieure, de la main de Jocelyn. Je reconnais le J en boucle, qu'elle utilise toujours pour les majuscules. La façon dont elle met un petit cercle, au lieu d'un point sur ses i. À l'intérieur, se trouve une note de ma mère, écrite sur son papier à lettres personnelles. L'ensemble lavande qu'elle utilise, depuis que je suis au lycée. Nous voulons que toute la famille soit là. C'est plus important que n'importe quelle dispute. Je t'aime, maman. Je l'ai lu, debout au comptoir de la cuisine. Marcus l'a lu par-dessus mon épaule. Ils ne t'ont pas réinvité dans la famille, dit-il. Ils t'ont invité, sur la photo. Il a raison. 63 invités. Des amis de l'église, des voisins du lotissement, la famille élargie des deux côtés. Si je ne suis pas là, les gens poseront des questions. Et les questions sont la seule chose que ma mère ne peut pas contrôler. Je retourne l'invitation. Au dos, en petits caractères. Coordinatrice de l'événement, Jocelyn Haye. Marcus le remarque aussi. Elle coordonne une fête de 60 personnes? Elle ne peut même pas coordonner une liste de courses. Ce n'est pas une blague. C'est la vérité. Chaque projet de groupe, chaque réunion de famille, chaque responsabilité partagée. Jocelyn s'engage en grand, et livre en petit. La charge du suivi est toujours retombée sur quelqu'un d'autre. Je pose l'invitation sur le frigo, avec un aimant. Non pas parce que j'ai décidé d'y aller. Mais parce que je veux la regarder chaque matin, et me poser la même question. Dans quoi est-ce que je mets les pieds? Et pourquoi? 2 semaines avant la fête. L'horloge tourne pour tout le monde, surtout pour Jocelyn. Ruth me tient au courant. Non pas par commérage. Elle est invitée à la fête, elle aussi. Et elle observe, de la façon dont une infirmière observe un patient, dont les signes vitaux changent. Jocelyn est dépassé par les événements, me dit Ruth, lors d'un appel téléphonique un mardi soir. Elle a réservé un traiteur, puis a découvert qu'elle avait dépassé le budget de $1500. Ta mère a approuvé le dépassement, sans sourciller. Ton père a demandé d'où venait l'argent. La première vraie dispute, qu'ils ont eue depuis des mois. Je peux l'imaginer. Papa debout dans la cuisine, les lunettes de lecture remontées sur son front, tenant une facture de traiteur, comme si c'était le devis d'un plombier qui a mal tourné. Elle a aussi appelé ta cousine Megan, pour l'aider avec les décorations, continue Ruth. Megan a dit non. Apparemment, Jocelyn avait promis d'aider, pour la baby shower de Megan au printemps dernier, et s'est désisté la veille. Et le diaporama? Elle a demandé à ta mère de choisir les photos. Linda a passé 2 jours, à fouiller dans les albums. Je ne dis rien, pendant un long moment. Ruth comble le silence. Elle est en train de se noyer, Tiff. Elle a nagé dans le petit bain toute sa vie. Et maintenant, elle est dans le grand bain. Je pense à cette image, le petit bain. À chaque fois que Jocelyn a eu du mal, même un peu, quelqu'un l'a sortie de l'eau, avant qu'elle ne puisse apprendre à flotter. Et maintenant, l'eau lui arrive au menton, et elle cherche la prochaine main à attraper. Pour la première fois de ma vie, je ne ressens pas l'envie d'être cette main. Comment vas-tu, ma chérie, demande Ruth, sa voix d'infirmière vérifiant les signes vitaux. Je vais bien. Je suis en train de réfléchir. Bien. C'est bien. Pour la première fois, les projecteurs que Jocelyn avait toujours convoités, la brûlaient. Et personne ne s'interposait pour régler les lumières. Les appels commencent un mercredi. Non pas de mes parents. Du cercle extérieur. Tante Hélène, la sœur aînée de ma mère, appelle la première. Hélène vit à Roanoke et vient nous rendre visite 2 fois par an. À Noël, et lors de la crise de quelqu'un. Tiffany, ma chérie, ta mère a le cœur brisé. Ne peux-tu pas simplement venir à la fête, et être la plus intelligente? J'ai entendu cette phrase toute ma vie. Sois la plus intelligente. C'est le code familial pour dire « absorbe les dégâts », pour que le reste d'entre nous n'ait pas à les regarder en face. Tante Hélène, est-ce que maman t'a dit ce qu'elle m'a dit? Une pause. Elle a dit que vous aviez eu un désaccord. Elle m'a dit de faire mes valises et de quitter sa maison, parce que Jocelyn a dit que me regarder, la rend malade. Une pause plus longue. Eh bien, je suis sûr qu'il y a plus à cette histoire. Demande à maman ce qui s'est passé cette nuit-là,
puis rappelle-moi. Hélène ne rappelle pas. 2 jours plus tard, mon cousin Derek m'envoie un texto. Derek est le neveu de mon père, de 2 ans mon aîné, un comptable à Richmond. Nous ne sommes pas proches, mais nous échangeons des cartes de Noël. La famille, c'est la famille, Tiff. Ne laisse pas l'orgueil gâcher ça. Je tape 3 réponses différentes, je les efface toutes. Finalement, je n'en vois rien. Derek ne connaît pas l'histoire. Il connaît la version de l'histoire selon Linda. Quelle que soit la version, qui fait passer une fille absente, pour un choix plutôt qu'une conséquence. Le vendredi, 2 autres proches m'ont contacté. Le même scénario. Personne ne demande ce qui s'est passé. Personne ne demande si je vais bien. Ils demandent tous la même chose. Peux-tu venir à la fête, pour que tout ait l'air normal? Personne n'a rappelé, parce que personne ne voulait savoir. Ils voulaient juste que le spectacle reprenne. La production confortable et familière, où chacun joue son rôle, et personne n'examine le scénario. Samedi matin. Marcus prend son café dans le bureau. Je prends le mien à la table de la cuisine, et j'ouvre le tableur. 37 lignes, maintenant. 12 ans de données. Date, événement, qui a dit quoi. Ce qui s'est passé ensuite. Je ne suis pas en train de monter un dossier juridique. Je n'en ai pas besoin. Je fais quelque chose que j'aurais dû faire il y a longtemps. Regarder ma famille, de la même façon que je regarde un projet, qui a déraillé. En gestion de projet, lorsqu'un livrable échoue à plusieurs reprises, on ne se contente pas de réparer le dernier échec. On retrace le schéma. On trouve la variable récurrente. On cartographie la chaîne de dépendance, jusqu'à ce qu'on voit, où le système se brise. À chaque fois, le système se brise ici. Jocelyn échoue. Jocelyn pleure. Maman rejette la faute sur moi. J'absorbe. Jocelyn est protégé. Le cycle recommence. Il se répète environ 2 fois par an, et ce depuis plus d'une décennie. Les données ne mentent pas. Les données ne mentent jamais. Je fais défiler le groupe de discussion familiale. Toujours sur mon téléphone, rien n'a été effacé. Les messages sont ordinaires en surface. Des vœux d'anniversaire. La logistique de Thanksgiving. Mais tous les quelques mois, il y a une grappe de messages. Le nom de Jocelyn en détresse. Le nom de ma mère en défense. Mon nom en silence. Marcus entre, se resserre une tasse, et regarde par-dessus mon épaule. Il lit pendant 1 minute entière. Ce n'est pas une famille, dit-il. C'est un projet, dont les objectifs ont dévié. Je ferme l'ordinateur portable. Non pas parce que j'ai fini. Mais parce que j'en sais assez. J'ai la chronologie. J'ai le schéma. Mais je n'ai toujours pas de plan. Je ne sais pas ce que je vais faire de cette clarté. Ou si ça a de l'importance. Ou si parler, changera quoi que ce soit. Puis, Ruth appelle de nouveau. Et tout bascule. Je veux faire une pause ici, 1 seconde. Si vous êtes encore en train de regarder, cela signifie que cette histoire résonne en vous. Et j'en suis reconnaissante. En ce moment, je regarde un tableur qui cartographie 12 ans d'un schéma, que je ne pouvais pas voir, lorsque je le vivais de l'intérieur. Si vous avez déjà eu ce moment, où vous avez enfin pris du recul, et vu l'image complète pour la première fois, racontez-le-moi dans les commentaires. Et cliquez sur ce bouton j'aime, si vous voulez voir ce qui se passe à cette fête d'anniversaire. Ruth ne perd pas de temps en bavardage. Elle commence directement, je viens à la fête, et je pense que tu devrais venir aussi. Je pose mon stylo. Pourquoi? Parce que ta mère a raconté aux gens, que tu avais des problèmes de couple. C'est pour ça que tu n'es pas venu ces derniers temps. La cuisine devient silencieuse. Même le bourdonnement du réfrigérateur semble se retirer. Elle leur a dit que j'avais des problèmes de couple. Elle l'a dit à Hélène. Hélène l'a dit à la cousine Patty. Patty me l'a dit. Ta mère préférerait que 60 personnes pensent que ton mariage est en train d'échouer, plutôt qu'elle ne sache qu'elle a dit à sa propre fille de partir. J'agrippe le bord du comptoir. Non pas parce que je vais pleurer, mais parce que quelque chose dans ma poitrine est passé de l'épuisement à la chaleur. Une chaleur nette,
et concentré, comme un arc de soudage. On m'a mise dehors. On m'a ignoré pendant 7 jours. On m'a rappelé pour servir d'accessoire, pour un portrait de famille. Et maintenant, pendant que je ne suis pas là pour me défendre, ma mère réécrit l'histoire. Faisant de mon absence, mon échec plutôt que le sien. Elle pouvait me pousser dehors, dis-je, et ma voix est stable. Elle pouvait m'ignorer. Mais elle n'a pas le droit de réécrire mon histoire. Ruth reste silencieuse un moment, puis. C'est exactement ce que j'avais besoin d'entendre. Nous parlons pendant encore 20 minutes. Ruth me dit qu'elle a déjà parlé à 2 cousines. Non pas pour recruter des alliés, non pas pour semer la zizanie. Elle a posé une question simple. Est-ce que Linda vous a déjà raconté ce qui s'est réellement passé, entre elle et Tiffany? Personne ne le savait. Chaque personne à qui Ruth a posé la question, n'avait entendu que la version de ma mère. La version où j'étais la difficile. Celle qui avait mauvais caractère. Celle qui ne pouvait pas laisser les choses passer. Elle mérite la vérité, Tiff. Toute. Ce soir-là, je suis assise en face de Marcus, à la table de la cuisine. Le tableur est fermé. Mon téléphone est face contre la table. L'invitation est toujours sur le frigo, tenue par un aimant en forme de l'État de Virginie. J'y vais, dis-je. Marcus pose sa fourchette. Il n'a pas l'air surpris. Il a l'air d'un homme qui attend un verdict qu'il connaissait déjà. Tu y vas pour eux, ou pour toi? Pour moi. Je pose ma main sur mon ventre, encore plat, encore invisible. Comme tout le reste, à propos de moi dans cette famille. Et pour la personne que je porte. Je refuse de transmettre ce schéma, à une autre génération. Marcus hoche la tête. Il n'essaie pas de m'en dissuader. Il n'essaie pas de planifier pour moi. Il dit juste, de quoi as-tu besoin? J'ai besoin que tu sois là. Et j'ai besoin que Ruth soit là. Et j'ai besoin d'entrer en sachant exactement ce que je vais dire, si le moment se présente. Si le moment se présente, ou quand. J'y pense. Je ne forcerai pas les choses. Mais si Jocelyn fait son numéro. Si elle se lève devant 60 personnes, et réécrit l'histoire une fois de plus. Je ne resterai pas assise là à sourire. J'appelle Ruth ce soir-là. Elle décroche avant la 2e sonnerie. Je viens à la fête. Bien. Je serai à la table près de la porte. Tu me verras. Je n'écris pas de discours. Je ne répète pas devant un miroir. J'ai passé toute ma carrière à entrer dans des salles pleines d'entrepreneurs, d'ingénieurs, et de fonctionnaires municipaux, et à exposer les faits sous pression. Je sais comment parler clairement, quand la salle ne veut pas l'entendre. J'ai juste besoin des faits. Et ça, je les ai mémorisés depuis que j'ai 12 ans. 5 jours avant la fête, Jocelyn appelle. Pas un texto cette fois. Un appel. Sa voix est différente. La douceur a disparu. On dirait quelqu'un qui lit une liste de contrôle. Sèche, impatiente, directive. Maman a besoin que tu sois là, Tiffany. Tu lui dois bien ça. Oh, ce mot. Il pèse plus lourd qu'elle ne le pense. Je serai là, je dis. Rien d'autre. Un silence sur la ligne, puis. Attends, tu viendras. J'ai dit que je serai là. Oh. Un temps de pause. D'accord, bien. C'est bien. Elle ne s'attendait pas à ça. Chaque scénario qu'elle a jamais joué, se termine avec moi qui riposte, elle qui escalade, et maman qui intervient pour finir le travail. Je viens de sauter 3 actes, et elle ne sait pas quoi faire de cet espace vide. À quelle heure devrions-nous? Je m'occuperai de ma propre arrivée, Jocelyn. Elle raccroche. Je peux sentir la confusion à travers la ligne morte. Pendant ce temps, Ruth a fait son propre travail, en silence. Pas de campagne, pas de commérage. Juste une seule question, posée à une poignée de membres de la famille. Est-ce que Linda vous a déjà raconté ce qui s'est réellement passé? Pas un seul d'entre eux n'avait toute l'histoire. Oncle Ray, le frère aîné de mon père, un postier à la retraite avec une tolérance zéro pour les absurdités, a dit à Ruth sans détour, Linda a dit que Tiffany traversait une période difficile. C'est tout ce qu'on n'a jamais entendu. Une période difficile.
C'est ainsi que ma mère appelait le fait de se faire jeter de chez elle, à 10 heures un jeudi soir. Ruth n'a corrigé personne. Elle ne leur a pas donné sa version. Elle a juste planté la question, et l'a laissée germer, comme une graine dans une fissure sur le trottoir. Assez petite pour être ignorée. Assez forte pour grandir. Jocelyn voulait que je sois à cette fête. Elle ne voulait simplement pas que j'y sois avec ma voix. Samedi, le matin de la fête. Je suis debout devant le miroir de la salle de bain à 7 heures. Mon reflet est le même que tous les autres matins de ce mois. La même mâchoire, les mêmes yeux fatigués, le même léger pli entre mes sourcils, qui se creuse quand je travaille sur un problème. Mais quelque chose derrière le visage est différent. Assuré. Comme un bâtiment, une fois que l'échafaudage est enlevé. Je choisis un blazer anthracite, sur un chemisier couleur camel. Simple, net. Le genre de tenue que je porterais à une présentation au conseil d'administration. Assez professionnel pour capter l'attention. Assez sobre pour laisser les mots faire le travail. Marcus est déjà habillé. Costume bleu marine, sans cravate. Il me tend un verre d'eau, et étudie mon visage. Tu es sûr de vouloir faire ça? J'en suis sûr depuis 7 jours. Il m'a juste fallu 7 jours, pour comprendre pourquoi j'en suis sûr. Nous conduisons les 35 minutes jusqu'à Balantès, dans un quasi-silence. Pas un silence tendu. Le genre de silence qui s'installe, quand deux personnes ont déjà dit tout ce qu'il y avait à dire, et qu'elles regardent maintenant juste la route se dérouler. Le parking est déjà à moitié plein, quand nous arrivons. Je reconnais des voitures. Le pick-up vert de l'oncle Ray. La berline argentée de la tante Hélène. Le minivan de la cousine Mégane. 63 personnes venant célébrer les 40 ans d'un mariage, tenues par la routine et l'évitement. Ruth est déjà à l'intérieur. Je l'aperçois par la fenêtre, assise près de la porte, un verre d'eau devant elle, observant la pièce de la manière dont une infirmière observe une salle d'attente. Elle croise mon regard à travers la vitre. Un signe de tête. Je prends une inspiration. Marcus ouvre la porte du restaurant. Ma mère me voit en premier. Son visage vacille. Soulagement, puis quelque chose de plus vif, comme une reconnaissance. Son sourire vient vite, mais ses yeux vont droit à ma posture, à mon blazer. À la façon dont j'entre. Elle sait que quelque chose est différent. Elle n'arrive juste pas à comprendre quoi. La salle à manger privée de Balantès est drapée d'ivoire et d'or. Des tables rondes pour 8 personnes. Une table d'honneur à l'avant, avec une bannière 40 ans et un gâteau à 2 étages, que Jocelyn n'a presque certainement pas fait. La pièce sans l'ail, le pain chaud, et les bougies chères. Jocelyn fait le tour de la salle, comme une directrice de campagne, serrant dans ses bras les tentes, remplissant les verres d'eau, dirigeant le traiteur vers la table des amuse-bouches, avec une autorité qu'elle n'a pas méritée. Elle porte une robe corail, et des talons qui claquent sur le parquet, à chaque fois qu'elle traverse la pièce. Elle a l'air impeccable. Elle a l'air d'être en charge. Puis, le diaporama commence. Un ordinateur portable connecté à un projecteur, projette des photos sur le mur du fond. Le mariage de mes parents. Leur premier appartement. Jocelyn bébé. Le premier jour d'école de Jocelyn. La remise des diplômes du lycée de Jocelyn. Jocelyn à la plage avec maman et papa. Jocelyn soufflant des bougies d'anniversaire, pendant que nos parents rayonnent. Je compte les photos. 46 au total. J'apparais dans 3. L'une est une photo de famille élargie, où je suis debout sur le côté. Une autre, c'est moi à 6 ans, à moitié caché derrière la jambe de mon père. La troisième s'arrête à mon épaule. 46 photos. 3 avec moi dans le cadre. Aucune où je suis le sujet. Quelques-uns des plus anciens parents le remarquent. Oncle Ray me jette un coup d'œil de l'autre côté de la salle. Ses sourcils se froncent. La cousine Mégane penche la tête vers l'écran, puis me regarde, puis de nouveau l'écran. Je sirote mon eau. Je souris à quiconque croise mon regard. Je suis calme, et je suis présente, et j'observe tout. Ma mère s'avance à l'avant de la pièce. Elle remercie Jocelyn d'avoir organisé toute cette belle soirée. Elle ne mentionne pas mon nom. Je n'attendais pas le bon moment.
Je laissais le moment se construire de lui-même. Les assiettes à dessert sont débarrassées. Jocelyn se lève. Quelqu'un lui tend le microphone, un micro sans fil, le genre qu'ils utilisent pour les soirées karaoké chez Balantès. Elle lisse sa robe, glisse une mèche de cheveux derrière son oreille, sourit. Je veux dire quelques mots sur les 2 personnes les plus incroyables que je connaisse. La salle se calme. Les téléphones sont posés face contre la table. 63 personnes donnent à Jocelyn exactement ce qu'elle a toujours voulu. Une attention totale. Maman et papa, 40 ans. Ce n'est pas juste un chiffre. C'est une vie entière à se choisir, chaque jour. Et je veux vous remercier, de toujours avoir cru en moi, même quand les choses étaient difficiles. Sa voix se brise. Parfaitement maîtrisée. Même quand tout le monde dans cette famille ne rendait pas les choses faciles. Ses yeux glissent vers moi, juste une seconde, mais assez pour que ceux qui regardent, et plusieurs le font, suivent le regard. Oncle Ray bouge sur sa chaise. Tante Hélène regarde sa serviette. Mais la famille, c'est le pardon, continue Jocelyn. Et je suis si heureuse que ma sœur soit ici ce soir, parce que cela montre que nous pouvons surmonter n'importe quoi. Elle lève son verre. La salle suit. Ma mère s'éponge les yeux, avec une serviette en tissu. Mon père lève son verre, sans me regarder. À maman et papa. À 40 années de plus. Et à la famille. Compliquée, imparfaite, magnifique famille. Les verres teintent. Applaudissements. Jocelyn s'assoit, sous les étreintes, les tape sur l'épaule, et ma mère qui lui chuchote quelque chose à l'oreille. Je pose mon verre, intact. Elle vient de réécrire toute l'histoire, devant 63 témoins. Elle s'est faite passer pour celle qui pardonne gracieusement. Elle m'a fait passer pour celle qui avait besoin d'être pardonnée. Et chaque personne dans cette pièce porte maintenant sa version des événements. Elle s'est assise. Tout le monde a souri. Et je me suis levé. Je ne tends pas la main vers le micro. Je n'en ai pas besoin. La pièce est assez petite, et ma voix a toujours porté quand il le fallait. J'aimerais ajouter quelque chose à ce toast, si cela ne vous dérange pas. 63 visages se tournent. La main de ma mère se fiche sur l'épaule de Jocelyn. Le verre de mon père s'arrête à mi-chemin de ses lèvres. Jocelyn a dit que la famille, c'est le pardon. Je suis d'accord. Je garde un ton neutre. Calme, comme en salle de projet. Le même ton que j'utilise, quand un entrepreneur manque une échéance, et que la salle est pleine de gens, qui ne veulent pas l'entendre. Mais le pardon, exige l'honnêteté. Et il y a eu très peu d'honnêteté dans cette famille, depuis très longtemps. Le tintement s'arrête. Le dernier murmure s'éteint. Il y a 3 semaines, ma mère m'a dit de faire mes valises et de quitter sa maison. Cette nuit-là. Sans discussion, sans question. Parce que Jocelyn lui a dit, que me regarder la rend malade. Une vague parcourt la salle. Pas un son. Un mouvement. Un cousin qui se penche en avant. Un oncle qui pose sa fourchette. La main de tante Hélène qui vole à sa bouche. Personne dans cette pièce n'a été mis au courant de ça. On a dit à certains d'entre vous, que j'avais des problèmes de couple. Ce n'est pas vrai. Mon mariage va très bien. J'ai été expulsé de la maison de mes parents, parce qu'il était plus facile de m'expulser, que de tenir ma sœur responsable, des 4200 $ qu'elle a dépensés sur la carte de crédit de nos parents, pour des articles personnels qu'elle a qualifiés de dépenses professionnelles et point. Le visage de Jocelyn se vide de ses couleurs. Ma mère commence à se lever. Tiffany, ce n'est pas le lieu. C'est toi qui as choisi le lieu, maman. Ma voix ne monte pas. Elle n'en a pas besoin. Tu as choisi une fête avec 60 personnes, plutôt qu'une seule conversation honnête, avec ta fille. La pièce est silencieuse. Pas un silence inconfortable. Un silence d'écoute. Je ne suis pas ici pour gâcher leur anniversaire. Je suis ici pour dire la vérité, dans une pièce qui n'a jamais entendu qu'une seule version. Je n'élève pas la voix. Je ne pointe personne du doigt. Je garde les 2 mains le long de mon corps, et je parle, de la même façon que je parle dans une revue de projet. Calme, précise, datée. Quand j'avais 12 ans, on m'a déménagé au sous-sol, pour que Jocelyn puisse avoir sa propre chambre.
Quand j'avais 22 ans, mes parents ont quitté ma remise de diplôme universitaire en avance, parce que Jocelyn avait mal à la tête. Quand j'avais 28 ans, j'ai appelé ma mère pour partager une promotion, pour laquelle j'avais travaillé 6 ans. Elle m'a dit que le patron de Jocelyn lui avait crié dessus, et a demandé si elle pouvait me rappeler. Elle ne l'a jamais fait. Je fais une pause, je laisse la salle absorber. À chaque fois que Jocelyn a eu du mal, on m'a blâmé. À chaque fois que j'ai réussi, on a minimisé. Et à chaque fois que j'ai essayé d'en parler, on m'a dit que j'étais trop sensible. Puis, Ruth se lève. Elle ne se précipite pas. Elle se lève de la même manière qu'elle fait tout. Mesurée, délibérée. Son calme d'infirmière, remplissant l'espace. Elle dit la vérité. La voix de Ruth est stable. J'ai vu la même chose m'arriver, dans cette famille, il y a 30 ans. Notre mère l'a fait à Linda, et à moi. Et maintenant, Linda a fait à Tiffany, exactement ce qui m'a été fait. La salle se tourne vers ma mère. Le visage de Linda est blanc. Sa bouche s'ouvre, puis se referme. Sa main agrippe le bord de la table. Mon père fixe son assiette. Sa mâchoire est serrée. Oncle Ray parle depuis la deuxième table. Sa voix est basse, directe. Un postier à la retraite, qui a passé 40 ans à traiter des faits, et des codes postaux. Est-ce vrai, Linda? Tu l'as mise dehors. Ma mère ne répond pas. Elle regarde Jocelyn. Jocelyn regarde le sol. 63 personnes. Une question. Pas de réponse. Je ne suis pas venu ici pour me venger. Je suis venu ici, parce que 60 personnes dans cette pièce, méritaient de savoir, à qui elle portait un toast. Jocelyn se lève. Sa chaise grince contre le sol. Le même son qu'elle a fait il y a 3 semaines, à cette même table, quand elle s'est reculée et a couru dans la chambre de maman. Mais cette fois, il n'y a nulle part où fuir. La salle est pleine. La porte est à 10 mètres. Et chaque visage vers lequel elle se tourne, attend. Ne la sauve pas. Tu mens. Sa voix tremble. Pas le tremblement maîtrisé. Le vrai. Celui qui vient, quand le sol sur lequel vous vous teniez, s'avère être le plancher de quelqu'un d'autre. Tu mens toujours à mon sujet. Personne n'acquiesce. Personne ne se précipite. Personne ne dit, calmons-nous tous. La salle reste immobile. Ma mère essaie. C'est une affaire de famille. Nous n'avons pas besoin d'eux. Oncle Ray l'interrompt. Sa voix porte le poids, que seul un homme qui a passé des décennies derrière un comptoir de service, peut maîtriser. Alors pourquoi y a-t-il 60 personnes ici, Linda? Les yeux de Jocelyn balaient la pièce une dernière fois. Elle cherche la bouée de sauvetage. Le visage sympathique. La main tendue. La personne qui dira « ça va aller, ma chérie », et la ramènera en sécurité. Elle ne la trouve pas. Elle prend sa pochette sur la table, et se dirige vers la porte. Ses talons claquent sur le parquet. Plus lentement maintenant. Instable. Elle ne se retourne pas. Ma mère la suit. La porte se referme derrière elle. Je reste debout, encore 3 secondes. Puis, je m'assieds. Marcus pose sa main sur mon genou, sous la table. Pas une pression. Juste une présence. Mon père est toujours sur sa chaise. Il n'a pas bougé. Il n'a pas suivi ma mère. Pendant 34 ans, l'instinct de Gary High, dans chaque crise familiale, était de suivre l'exemple de Linda, de fermer la porte, et d'attendre que le bruit cesse. Il est resté. Et pour la première fois en 34 ans, cela signifiait quelque chose. Ruth les trouve sur le parking. Je le sais, parce qu'elle me le raconte plus tard, au téléphone, ce soir-là. Après que Marcus et moi soyons rentrés en voiture, dans ce genre de silence qui ressemble à une décompression, après une plongée profonde. Linda se tenait à côté du fourgon du traiteur, agrippant Jocelyn par le bras. Pas doucement. La façon dont on attrape quelqu'un, dont on a une peur bleue de perdre le contrôle. Regarde ce que tu as fait, disait ma mère. Regarde ce que ton drame a causé. Je t'avais dit de l'inviter, et de faire simple. Je t'avais dit de gérer la situation. Jocelyn a dégagé son bras. Moi?
C'est elle qui s'est levée. Et tu m'as dit qu'elle te rendait malade. Tu lui as donné les munitions. Ruth a dit qu'elle a regardé ça pendant 10 secondes, avant de s'avancer. Elle avait passé 30 ans, à éviter cette conversation. Ce soir, elle ne partirait pas sans l'avoir eue. Linda. La voix de Ruth a coupé les leurs. Tu recommences. Ma mère s'est retournée. Reste en dehors de ça, Ruth. Je suis resté en dehors de ça pendant 30 ans. C'était mon erreur. Ruth a regardé Jocelyn, lui a parlé directement, pas par-dessus elle. Ta mère était l'enfant chéri de notre famille. J'étais l'invisible. Notre mère choisissait Linda à chaque fois. Et maintenant, Linda a fait à Tiffany, exactement ce qui m'a été fait. Jocelyn est resté très immobile. Elle ne te protège pas parce qu'elle t'aime plus, a dit Ruth. Elle te protège, parce qu'elle a besoin que tu aies besoin d'elle. Au moment où tu arrêteras d'avoir besoin d'elle, elle n'aura plus rien. Ma mère n'a pas parlé. Ruth m'a dit que ses mains tremblaient. Non pas de colère. De reconnaissance. Le genre de reconnaissance qui frappe, quand quelqu'un vous tend un miroir, que vous avez passé une vie à éviter. Jocelyn a regardé sa mère. Puis elle a marché jusqu'à sa voiture. Seule. À l'intérieur, la salle s'est vidée. Certains invités sont partis discrètement, pendant l'agitation. D'autres s'attardent, ne sachant pas s'il faut rester ou partir. Le gâteau est resté intact. Le diaporama a été éteint. Quelqu'un a débranché la prise. Peut-être par pitié. Je suis à une table près de la fenêtre, finissant un verre d'eau, quand mon père s'assoit en face de moi. Pas de préambule. Pas de « alors », ce temps qui se réchauffe. Il tire juste la chaise, et s'y laisse tomber, comme un homme qui est resté debout trop longtemps. Nous restons assis en silence, pendant 1 minute entière. Je lui laisse ce temps. Il a besoin de cette piste de décollage. Je savais, dit-il. Sa voix est basse. Pas un murmure. Juste le volume d'un homme, qui n'a pas l'habitude de dire des choses qui comptent. J'ai toujours su que ce n'était pas juste. Alors pourquoi, papa? Il se frotte l'arête du nez avec son pouce et son index. Le geste est si familier, qu'il me fait presque perdre mon sang-froid. Il a fait la même chose, la nuit où j'ai déménagé au sous-sol. La nuit de ma remise de diplôme. Chaque nuit, où il a choisi le silence plutôt que la confrontation. Parce que me disputer avec ta mère, était plus difficile que de te voir souffrir. Et j'ai choisi la voie la plus facile, à chaque fois. Ses yeux sont humides. Pas ruisselants. Juste pleins. Le genre de larmes qu'un homme, qui a grandi dans une génération où les hommes ne pleurent pas, s'autorise, quand l'échafaudage s'effondre enfin. Je ne te demande pas de me pardonner, dit-il. Je te dis que j'ai échoué. Et je te le dis maintenant, parce que j'aurais dû te le dire quand tu avais 12 ans. Je le regarde pendant un long moment. Mon père. L'homme qui a failli frapper à la porte. Je t'entends, papa. Mais l'entendre, n'efface pas le passé. Il hoche la tête. Il n'argumente pas. Et ça, juste ça, c'est un début. Je t'aime, papa. Mais je ne peux pas reconstruire, sur des fondations que tu as choisi de fissurer. La semaine après la fête, mon téléphone vibre plus qu'il ne l'a fait depuis des années. Mais pour la première fois, les appels ne me demandent pas de jouer un rôle. Ils me demandent de parler. La cousine Megan envoie un texto en premier. J'ai vu le diaporama. 3 photos, Tiff. 3. Je suis tellement désolé, de n'avoir jamais rien dit. Oncle Ray appelle le lundi. Je connais ta mère depuis longtemps. J'ai toujours pensé que quelque chose clochait. J'aurais dû insister davantage. 2 des vieux copains de pêche de mon père, des hommes qui étaient à cette fête, contactent Marcus. Ils ne disent pas grand-chose. Juste, ta femme a du cran. On respecte ça. Et puis, tante Hélène appelle. La même Hélène, qui m'avait dit d'être la plus intelligente. Sa voix est différente maintenant. Plus petite. J'ai demandé à ta mère ce qui s'est passé cette nuit-là. Elle n'a pas nié, Tiffany. Elle a juste arrêté de parler. Je suis désolé de t'avoir dit de laisser tomber. Je ne savais pas.
4 personnes, en une semaine. 4 personnes, qui ont vu la même famille dans laquelle j'ai grandi, et qui ont choisi de ne pas y regarder de trop près. Maintenant, elles regardent. Ça ne répare rien. Mais ça compte. Jocelyn n'appelle pas. Ma mère n'appelle pas. Puis, 9 jours après la fête, un email arrive de Jocelyn. 2 lignes. Je ne sais pas qui je suis, sans cette famille pour me protéger. Je te déteste, de m'avoir fait voir ça. Je l'ai lu 3 fois. Je ne réponds pas. Mais je reconnais quelque chose dans ces 2 phrases, que je n'ai jamais entendu de la part de Jocelyn auparavant. La vérité. Laide, brute, sans phare. Elle ne joue pas un rôle. Elle se tient dans les décombres de la seule stratégie, qu'elle ait jamais connue. Et pour la première fois, elle n'a pas de scénario. Ce n'est pas une excuse. Mais c'est la chose la plus honnête, que ma sœur m'ait jamais dite. J'écris l'email, un dimanche matin. Marcus tond la pelouse. La maison sent la bougie à la lavande, que j'ai allumée sur le rebord de la fenêtre de la cuisine. Mon ordinateur portable est ouvert. Mes mains sont stables. Je l'adresse à mes 2 parents. Pas un texto, pas un appel téléphonique. Un email. Parce que je veux une trace écrite. Et parce que certaines choses doivent être dites en phrases complètes, pas en fragments pressés entre 2 interruptions. Maman, papa. Je vous aime. Et parce que je vous aime, j'ai besoin d'être honnête, sur ce dont j'ai besoin à l'avenir. J'expose 3 conditions. Pas des ultimatums. Des conditions. Premièrement, je ne serai pas dans la même pièce que Jocelyn, tant qu'elle n'aura pas reconnu directement, ce qu'elle a dit, et ce que cela a causé. Pas un « passons à autre chose ». Pas un « je suis désolé que tu l'aies mal pris ». Une vraie reconnaissance. Deuxièmement, aucun de vous 2 ne discute de moi avec la famille élargie, à moins que je ne sois présente dans la conversation. Plus de réécriture. Plus de narration de ma vie, en mon absence. Troisièmement, toute visite, tout appel, toute interaction, respecte ses limites. Si elles sont franchies, je partirai. Sans dispute, sans deuxième avertissement. Ce n'est pas une punition, j'écris. C'est une protection. Pour moi, pour Marcus, et pour l'enfant que je porte. Je laisse cette phrase à l'écran pendant un long moment, avant d'appuyer sur envoyer. La grossesse. 12 semaines maintenant. Ils l'apprennent via un email sur les limites. Ce n'est pas comme ça que je l'avais imaginé. Mais la vérité, c'est que c'est la seule version de cette annonce, qui soit honnête. Je ne partage pas cette nouvelle pour manipuler, ou culpabiliser. Je la partage, parce que les enjeux sont réels, et qu'ils ont besoin de comprendre exactement, ce qui est en jeu. Si rien ne change. J'appuie sur envoyer. Je ferme l'ordinateur portable. Je sors. Marcus arrête la tondeuse quand il me voit. Envoyer, demande-t-il. Envoyer. 3 mois plus tard, la chambre d'enfant est vert pâle. Une couleur que Marcus a choisie, après avoir lu un article sur les environnements apaisants pour les nouveau-nés. Le berceau est monté. Le mobile est suspendu au plafond. De petits oiseaux en bois, qui tournent lentement dans le courant d'air de la fenêtre. Mon ventre se voit maintenant. 16 semaines. Les nausées matinales se sont estompées, pour laisser place à quelque chose de plus doux. Un léger bourdonnement de conscience, que tout est en train de changer. À l'intérieur, et à l'extérieur. Ruth passe le samedi. Elle apporte des plats en cocotte, et des conseils non sollicités sur les horaires de sommeil des nourrissons, et j'adore chaque seconde. Elle s'assoit à la table de notre cuisine, et raconte des histoires de l'époque où elle était une jeune infirmière. Les bébés qu'elle a mis au monde, les familles qu'elle a vues se former et se reformer. Celles qui ont tenu, et celles qui n'ont pas tenu. C'est la famille, à laquelle j'aurais dû avoir accès depuis le début. Ma mère a gardé cette distance pendant des années. Maintenant, c'est à moi de la combler. Et je la comble. Mon père appelle le mercredi. Pas de longs appels. 5 minutes, peut-être 10. Il me demande des nouvelles du bébé. Il me demande des nouvelles de Marcus. Il me demande comment je me sens. Il ne mentionne pas ma mère, et je ne pose pas de questions.
Nous construisons quelque chose de petit et de prudent. Comme un homme qui répare un joint. Un raccord à la fois. Ma mère a envoyé une carte. Une enveloppe jaune pâle, sans adresse de retour, mais je reconnaîtrai son écriture n'importe où. À l'intérieur, une carte de félicitations générique, du supermarché. En dessous du message imprimé, de son écriture soignée d'institutrice. J'essaie. 2 mots. Pas assez. Loin d'être assez. Mais plus que ce à quoi je m'attendais. Jocelyn, rien. Silence. Et j'ai appris assez de choses sur le silence, pour savoir qu'il en existe de différents types. Certains silences sont une punition. D'autres, sont un processus de réflexion. Je choisis de croire que le sien, est du deuxième type. Je n'ai pas besoin qu'il soit parfait. J'ai besoin qu'il soit honnête. Et être honnête, c'est un long chemin. Je suis debout dans la chambre d'enfant. La peinture est sèche. Le berceau est prêt. La fenêtre est entr'ouverte. Et une brise de mai passe à travers la moustiquaire, faisant tourner ses petits oiseaux en bois, en cercle lent, au-dessus du matelas. Marcus arrive derrière moi. Sa main se pose sur mon épaule. Chaleureuse, solide. Le poids de quelqu'un, qui s'est tenu à côté de moi, pas devant moi. Pendant tout ce temps. Cette pièce n'a pas d'histoire, je dis. Pas de schéma, pas de rôle. Juste de l'espace. Il ne dit rien. Il n'en a pas besoin. Je regarde le placard. À l'intérieur, plié sur l'étagère du haut, se trouve le sac de sport gris. Celui que j'ai fait en 4 minutes, un jeudi soir. Celui qui pesait 5 kilos. Je l'ai lavé, plié, rangé. Je ne l'ai pas jeté. Il fait partie du dossier. Mais je n'en ai plus besoin. Il y avait une fille, qui a déménagé au sous-sol à 12 ans, et qui ne s'est pas plainte. Une femme, qui a obtenu son diplôme avec mention, et qui n'a pas été vue. Une fille, qui a appelé à la maison avec de bonnes nouvelles, et qui a eu le silence en retour. Elle a continué à se présenter. Elle a continué à mériter. Elle a continué à croire, que si elle en faisait assez, il la regarderait enfin. Elle était suffisante depuis le début. Il lui a juste fallu 7 jours de silence, pour l'entendre enfin. J'ai pris un sac, et je suis parti sans un mot. Mais la femme qui est sortie par cette porte, n'est pas la femme qui se tient dans cette pièce. Cette pièce, est pour quelqu'un de nouveau. Quelqu'un, qui n'aura jamais à mériter une place dans sa propre famille. Quelqu'un, qui sera vu. Non pas parce qu'il joue un rôle. Mais parce qu'il existe. L'endurance n'est pas une valeur familiale. La transparence, si. Et c'est là, que le nouveau schéma commence. C'est mon histoire. Et je veux savoir, qu'auriez-vous fait? Si vous étiez à cette fête d'anniversaire, avec 60 personnes qui vous regardaient. Auriez-vous pris la parole, ou seriez-vous parti en silence? Laissez votre réponse dans les commentaires. Option A, si vous auriez pris la parole. Option B, si vous seriez parti tranquillement. Aucune des deux réponses n'est fausse. Les deux demandent du courage. Et si cette histoire vous a rappelé quelqu'un dans votre vie, partagez-la avec lui. Parfois, la chose la plus courageuse que l'on puisse faire, est de faire savoir à quelqu'un, qu'il n'est pas invisible. Il y a d'autres histoires comme celle-ci, dans la description ci-dessous. Je vous y attends.